Salut à tous, bienvenue dans Payade Hebdo, l'émission 100% foot, l'émission 100% MHSC en partenariat avec Midi Libre. Et pour les représenter, Jean-Bernard Stern. Bonsoir Jean, bonsoir à tous. Vous avez passé une bonne semaine? Très bonne semaine, et alors on me demande la question qui tue, comment ça va? Vous, je sais que ça va, parce que vous étiez partagé ce week-end entre une équipe de cœur qui est Bordeaux c'est vrai. et votre équipe de rattachement, parce que vous restez quand même un étranger je suis droit étranger. Alors du bassin d'Arcachon. Pour l'étranger que je suis, effectivement, c'est un résultat qui est satisfaisant. En revanche, pour le Montpellier d'adoption... Vous êtes fâché avec personne ce coup-ci? Voilà, avec le Montpellier d'adoption que je suis devenu depuis de nombreuses années, c'est vrai que ce résultat ne l'est pas satisfaisant. D'ailleurs, il a satisfait personne. Quand on regarde la place qu'occupe désormais Montpellier au classement, on peut se poser des questions. Et puis, d'après Roland Courbis, tout a été moyen au cours de ce week-end. Je suppose qu'on va en parler avec... Davy Gounel de Direct Montpellier. Bonsoir Davy. Bonsoir à tous. Et Jérôme Diesnis de 20 minutes. Bonsoir. Alors, ce match face à Bordeaux, c'est vrai qu'il se conclut par un nul. Un but de deux Brésiliens, Henrique et Vitorino Hilton. Et c'est la Coupe du Monde bientôt, c'est pour ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, ils préparent 2016... 2014. Oui. Voilà, c'était la Coupe du Monde. Alors, en revanche, je ne sais pas, les buteurs, effectivement, rappellent la Coupe du Monde, mais au niveau du jeu, ce n'était pas tout à fait la Coupe du Monde. C'était pas le Brésil. Brésil, non. C'était pas terrible. Après, c'est un score plutôt logique vu la physionomie du match, même si ça a été beaucoup mieux en seconde période côté montpelliérain, mais ça reste poussif à l'image du match à Lille, à l'image des trois derniers matchs de Montpellier. On ne retrouve plus la flamme qu'il y avait un petit peu dans le jeu depuis le début de l'année. C'est un peu plus difficile, surtout dans l'animation offensive où on va en reparler, mais bon, on a un Cabella qui est peut-être un peu moins bien, surtout un peu moins décisif. Il y avait eu quelques changements quand même dans cette équipe, notamment sur le positionnement de Rémi Cabella dans le jeu. Ouais, et puis il y avait surtout Niang qui était sur le banc. Niang qui était et Victor Hugo Montagno qui a commencé la rencontre. Toute relation de cause à effet avec les propos de Louis Nicolin serait fortuite, bien évidemment. Ça, c'est le discours officiel. On a préféré Montagno, qui est sorti blessé. Oui, la justification donc, de la non-titularisation de Niang. Qui, rappelons-le, c'est à nouveau le contre-coup de la Ferrari. Mais le problème, c'est que Niang, pas trop. Niang, il n'est pas bon depuis deux matchs. La Ferrari, pas la Ferrari. Ah oui, d'accord. Oui, il n'est pas bon depuis deux matchs, donc on peut continuer à le faire jouer sur ses états de service depuis qu'il est arrivé à Montpellier. Mais en l'occurrence, ça fait... le problème, Lille, il a été transparent, et le match précédent, il a été transparent. Le problème, c'est que Montagno, c'est la même chose, en pire, quoi. Donc c'était un pari d'essayer de relancer Victor Hugo Montagno qui joue tout sur son physique et qui à l'heure actuelle n'est pas au point physiquement. Qui n'a pas été mauvais quand même, paraît-il, dans le jeu. Qui a été totalement transparent, comme il a été. C'est pas l'avis de tout le monde. Non, il a pas été bon, beaucoup de déchets techniques, et puis on sent que physiquement il pioche, il fait pas la différence, il n'y a pas de coup de rein, il n'arrive plus à garder les ballons avec ça. En même temps, j'ai trouvé que Niang, quand il est rentré sur le terrain, justement, apportait ce qu'il n'apportait plus depuis quelques matchs. Donc peut-être que le message qu'on lui a fait passer, c'est-à-dire c'est un avertissement. Va te mettre un peu sur le banc, va te mettre au frais. C'est un avertissement. Réfléchis un petit peu. D'accord. Ok. Donc on va voir les effets de cet avertissement contre Nantes, sans doute. Montagno blessé, on n'a plus trop le choix et on a tout intérêt à le mettre dans les meilleures conditions psychologiques et en confiance pour qu'il apporte. Et moi je vous dis, contre Nantes, il va marquer plus. Pour revenir sur cette rencontre face à Bordeaux, quand même, 2 buts sur coup de pied arrêté. Ouais, on n'en prenait pas depuis un moment. Pas vraiment, quand on regarde les statistiques, Montpellier a été largement dominé par Bordeaux, au moins en termes de possession de la balle. Oui, mais dans le jeu, ça n'y a pas une différence. Dans le jeu, c'était moins visible, on est d'accord. Et sur les actions entamées, les choses comme ça, on est à peu près à égalité. On est, vous qui êtes l'homme des statistiques, Jean-Bernard, on est à 12 tirs pour Montpellier et 10 ou 11 pour Bordeaux. J'allais vous le dire. Donc finalement, ça s'équilibre. En revanche, Bordeaux a commis le double de fautes des Montpelliérains. Donc ça veut dire quand même que cette équipe de Bordeaux n'est pas sereine et en tout cas que Montpellier a posé des soucis. Disons qu'au milieu, le milieu de terrain de Bordeaux est beaucoup plus travailleur, on va dire, que celui de Montpellier. Donc c'est vrai que ce sont des joueurs qui ont tendance à user davantage de leur physique. C'est une équipe physique, Bordeaux, de toute façon. Davantage de leur physique que peuvent le faire Stambouli ou Sanson. Donc je pense que déjà le déséquilibre de faute se joue à ce niveau-là. Après, la possession de balle, pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Bordeaux, effectivement, a eu 59% de mémoire.
Mais bon, ils en ont pas fait grand-chose. Ils ont, je crois, on va dire 2 occasions nettes sur le match. On ne peut pas dire qu'il se soit créé beaucoup d'occasions, à part, en fait, le coup franc, le corner qui marque. Et puis la main de Deplagne à la surface. Et la main de Deplagne. Alors, on vient de le revoir, hein, ce but. Oui. C'est un Brésilien qui bat un Brésilien, en gros. Vous avez pareil après. Ouais. Hein? Non, alors, je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'a déclaré Roland Courbis par rapport à ses coups de pied arrêtés. À l'époque de Jean Fernandez, je crois que Montpellier prenait beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés, et là on n'en prenait plus. Bon, là il se trouve que de nouveau on en prend. Et Courbis il dit, si ces coups francs ou ces corners sont bien tirés, il est difficile de mettre une organisation en place. Voilà, et il dit, j'ai beau réfléchir ces dernières années aux solutions pour ne pas prendre de buts sur coups de pied arrêtés, je pense seulement avoir trouvé la moins mauvaise. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver une tactique pour ne pas prendre des coups de pied arrêtés, que ce soit sur coups francs, sur corner. C'est difficile, je pense, pour un entraîneur. Même si tu les mets les 11 dans les buts, ça ne marche pas. On en fait beaucoup par rapport à ça, aux statistiques de buts encaissés sur coup de pied arrêté. Mais effectivement, de toute façon, dans le football, pour marquer un but, il faut qu'il y ait des erreurs ou un manque de concentration. Les coups de pied arrêtés, si le tireur est bon, si le timing du lanceur est bon, que l'autre, ça va au fond. On en prend, mais on continue à en marquer. Et il faut signaler la performance à nouveau de Siaka Tiéné, qui est plutôt très bon. On va y venir, on en parlera dans une deuxième partie. Au niveau des coups de pied arrêtés et pas que. Il a fait un sacré match. Je pense que Tiéné a été très bon, Jourdain a été très bon aussi. Il s'est imposé dans ce couloir gauche, et la blessure de Vito Hilton risque de ne pas le déloger pendant un moment. Je pense que Tiéné, c'est l'un des points positifs de ce match-là. Après, moi, ce qui me gêne un peu, c'est vraiment on a l'impression qu'il y a un manque de fraîcheur physique et psychologique. Je m'explique. En 2014, on a beaucoup pioché pour se sortir de cette zone cette zone rouge. Il y a eu 9 matchs sans défaite. C'est beaucoup pour une équipe qui avait connu un début de saison très chaotique. Et là, on pioche un petit peu. On a le contre-coup. On s'est sorti un peu de cette zone rouge, et on a du mal à enchaîner. Ça veut dire quoi? Il y a le feu. Il faut faire attention, parce qu'on rappelle Montpellier 14e, 34 points. Le premier relégable Valenciennes, 28 points. Exactement, mais finissons cette rencontre, parce que là on est déjà en train de se projeter dans les 2 prochains matchs de Montpellier. Ce qui est passé, ce qui est à venir est intéressant. Dans ce qui est passé, il y a quand même des choses intéressantes à se souvenir, et notamment la capacité de Hilton à ne pas s'effondrer alors qu'il est en cause sur le premier but, et à réparer son erreur, on va dire, sur le second, sur le coup franc de Tiéné. Ouais, non, mais Vito, ça reste encore un joueur cadre cette saison. Est-ce qu'il le sera l'année prochaine? On l'espère. Je pense que il ne faudrait pas que ça devienne une hémorragie quand même, hein, parce que on annonce Cabella, Cabella, Stambouli parti. Si en plus Hilton s'en va, ça va devenir complexe d'avoir une équipe avec une histoire. Soit il va nulle part ailleurs, soit il reste à Montpellier, Hilton. Voilà, c'est tout. Il arrête, il va rester une saison de plus. Une année de plus avec nous. Non, la prolongation, elle est elle est acquise, c'est pas Hilton le problème. Le problème, c'est Stambouli, c'est Cambella, c'est Mbaye Niang, effectivement, qui devrait retourner au Milan AC, puisque Louis-Nicolas a déclaré qu'il ne tenait pas trop à le conserver, bien que ce ne soit pas l'avis quand même de Roland Courbis. Oui, mais est-ce qu'il a déjà été question, hormis dans les espoirs de Roland Courbis, que Niang reste à Montpellier? Oui, non, tu as raison. Est-ce que Milan avait voulu le laisser? En tout cas, personne ne l'a dit. Mais en même temps, au bout de 3 matchs, on en avait tous envie qu'il reste. Oui, qu'on en a envie, c'est une chose. Ce qui nous a fait penser ça, c'est les propos clairs et nets et assumés de Roland Courbis. Quand il dit que le joueur espère rester, a envie de rester une saison de plus. Moi, je me souviens d'une conférence où il annonce quasiment officiellement qu'il reste la saison prochaine, que c'était acté. Apparemment, Louis Nicolin est loin d'être d'accord. C'était avant son histoire d'accident de voiture. Après, le problème, c'est que s'il est bon, Niang voudra le récupérer. S'il n'est pas bon, Montpellier ne voudra pas le garder. Voilà. Et est-ce qu'il pourra le récupérer? Ça, c'est un autre problème au niveau du salaire, au niveau financier. Alors, puisque tu ne veux pas décoller du match contre Bordeaux... Non, mais ça y est, c'est bon. Moi, on a bouclé notre tour de match. Sur un fait. C'est-à-dire que moi, ce qui embête, j'ai l'impression que Courbis était très embêté par ce match nul contre Bordeaux. Et ce qui l'embête, c'est qu'une semaine avant, Montpellier a perdu contre Lille.
alors que Lille était en grosse difficulté, avait gagné certes à Ajaccio, je crois, ou à Bastia, Ajaccio, mais difficilement. Lille n'était pas en forme quand même, et Montpellier se fait accrocher par Bordeaux, qui était quand même l'équipe en méforme du moment, qui n'arrivait plus à gagner, surtout à l'extérieur. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui embête Courbis. C'est-à-dire que Montpellier perd ou se fait accrocher face à des équipes qui étaient au creux de la vague. Et qui, face à Montpellier, hop, ont retrouvé un regain de forme. C'est ça qui les inquiète. Et d'ailleurs, ce que dit Courbis, parce qu'il y a un peu de paranoïa là-dedans, je ne sais pas si vous avez entendu, il a dit... Moi, quand je vois le match Lille-Nantes, Lille a été mauvais chez lui, Nantes qui n'est pas bon réussit à accrocher Lille, je me pose des questions. Ils sont un peu parano, quoi. Il a l'impression que contre Montpellier, les équipes de passer mauvaises, ce morceau, entre guillemets, parce que justement, je l'ai trouvé particulièrement de mauvaise foi. Il ne faut pas exagérer. Ah oui, non, mais bien sûr. C'est la raison pour laquelle je soulève le point de vue que je ne partage pas de la part de Roland Courbis, qu'il faudra d'ailleurs inviter, là, mon cher Jean. Ça fait plusieurs fois. Il nous a dit qu'il ne fallait pas qu'on s'inquiète et qu'il allait venir, mais chaque fois, il nous repousse une date par rapport à un calendrier. Donc, on peut espérer qu'il sera là le jour où Montpellier sera assuré de ne pas descendre en Ligue 2, je pense. C'est que les équipes qui doivent se rebiffer le font peut-être contre Montpellier. C'est ça qui l'embête. En même temps, Lille, ils ont eu peut-être une période un peu plus difficile. C'est toujours pas flamboyant, ça l'a jamais été, mais Lille, c'est 3e du championnat. Il faut quand même pas l'oublier, juste. C'est 3e du championnat depuis le mois d'octobre. C'est tout sauf un hasard, quoi. Ils ont quand même ils gardent une marge de manœuvre assez intéressante sur le 4e. Et puis Bordeaux, je suis pas sûr que Bordeaux soit sur une si mauvaise dynamique que ça. Ils ont je suis désolé. Ce match contre Lyon où ils perdent dans les arrêts de jeu qui leur fait mal, mais sinon. Pour reprendre le match de Lille, je suis désolé. Non seulement Lille est 3e du championnat, mais en plus leur entraîneur c'est René Girard. Et le peu de besoin de motivation qu'ils auraient pu avoir pour ce match-là, René, il avait toutes les clés pour les leur donner. Je suis désolé. Tu es 3e, tu maintiens ta position alors que tu as Saint-Etienne et Marseille au train. Et en plus, c'est René Girard qui t'entraîne, qui a été champion de France avec Montpellier. Tu as tous les arguments pour gagner le match. La motivation, elle aurait aussi pu être dans le camp de Montpellier sur ce match. Et là, je rejoins complètement Louis Nicolin. J'ai pas vu une équipe qui était morte de faim. Effectivement, les Lillois l'étaient et avaient un autre visage que les matchs précédents. Donc on peut imaginer que Girard a su leur mettre la pression. Il a fait le boulot dans le vestiaire, ouais. Je suis pas sûr qu'à Montpellier, c'était la même chose. Parce que quand on les a vus sur ce match, j'ai pas vu des joueurs qui avaient envie de se sublimer. Et je pense que tout le monde n'a pas compris l'intérêt de ce match aux yeux de Louis Nicolin. Le problème, c'est, Jean l'expliquait très bien la semaine dernière, c'est que jouer sur cet aspect-là, le fait de René Girard, on connaît l'animosité maintenant naissante, plus que établie, on va dire. Voilà, entre Louis Nicolin et René Girard, qui lui a quand même offert le seul titre qui compte pour ce club. Bref, la Coupe de France, alors. Ça c'est une autre histoire. Ouais, la Coupe de France, ça fait rêver Louis Nicolin. Mais jouer sur ce facteur-là, alors qu'il a offert le titre à des garçons comme Stambouli, Cabella, je ne pense pas que ce soit les plus surmotivés pour faire mal à leur ancien coach que déteste Louis Nicolin. C'est difficile en tout cas d'aller piocher sur d'aller faire jouer cette corde-là avec des joueurs comme ça. Voilà, on ne peut pas demander à Stambouli d'aller on va aller se venger là-bas. C'est des enfantillages. Reprendre la main. On peut le demander à Marvaux, on peut le demander à Deplagne, on peut demander à d'autres qui ne jouent pas. Oui, mais qui n'ont peut-être pas un gars comme Mathieu Deplagne, il est un peu jeune pour avoir cette capacité de révolte-là. Après ce qu'il a vécu avec Montpellier, effectivement, Marvaux aurait pu l'avoir. Mounier qui à un moment qui s'est posé la question ouvertement de savoir pourquoi on l'avait fait venir à Montpellier. On a quand même le droit. C'était pas faux à un moment. On a quand même aussi le droit de penser que René Girard n'est pas un mauvais entraîneur, quoi. Bon. Et que tactiquement, il a fait les choses au point. Alors quand on regarde le classement, donc comme je disais, on s'aperçoit que Montpellier est 14e, donc 34 points, que Nantes est 15e, 33 points. 33 points. Donc match important. Alors c'est vrai que Courbis a noté entouré de rouge le match Montpellier-Valenciennes dans 15 jours. Mais enfin, le Nantes-Montpellier de samedi prochain, les deux, ça va quand même valoir le déplacement parce que là, ça va être difficile. Et je pense que ce match à Nantes va être très difficile pour Montpellier, même si je reste persuadé que Niang va marquer. On en reparlera mardi prochain. Il n'y a pas de souci, ce sera gravé, vous paierez votre coup. Et donc, ce match Montpellier-Nantes, dur quand même. Dur. Et voilà. Dur parce que c'est un match à la vie, à la mort, surtout pour les Nantais. Deux, mais surtout pour Nantes. Surtout pour les Nantais, à domicile. Ils sont entraînés par un ancien Montpellierin,
ancien Montpellierin qui est pas le dernier quand il faut aller au combat, voilà, il est là. On sait que la Beaujoire se sera plein, que en cas de victoire, le maintien il est quasiment acquis, donc ce sera un match difficile. Un match mais en même temps, Davy, c'est vrai pour les deux équipes. C'est-à-dire que celui qui gagne le Montpellier-Nantes, il est quand même quasiment sûr de se maintenir. Il y a deux choses. Il faut voir le calendrier de Montpellier et il faut voir aussi le calendrier des adversaires à la course au maintien. En sachant qu'il y a plusieurs dynamiques enclenchées qui sont différentes. Donc on pense à Valenciennes, peut-être Ajaccio, Sochaux part de plus loin, mais Valenciennes en ce moment marche un peu sur l'eau. En fait, tu es presque à 10 points de Valenciennes quand même. Hein. Tu as 6 points. Tu as 6 points de Valenciennes qui reçoit Ajaccio. Donc tu peux être à 3 points de Valenciennes. Tu peux te dire qu'à la fin de la journée, ils seront à 3 points. Moi, je reste persuadé que Valenciennes va se sauver. Par contre, il y a des équipes comme Rennes notamment et Evian qui ont des calendriers ultra compliqués. Ce sont les deux équipes qui ont le calendrier le plus difficile. Et je pense que Valenciennes au final peut sortir son épingle du jeu et mettre derrière ces deux équipes-là. Montpellier, après, Courbis a un discours ultra positif. C'est vrai, le maintien peut se jouer à 36 points. On va l'écouter, puisqu'il en a parlé en conférence de presse juste après le match nul face à Bordeaux. On va parler maintien avec Roland Courbis. Si après 11 journées, j'entraîne une équipe qui perd une fois, qui vient de faire 4 victoires et 6 nuls avec un calendrier pourri, mais cette équipe-là, ce groupe de joueurs perdrait donc 7 matchs sur les 9 qui restent. Permets-moi de ne pas y croire une seconde. Ce qui m'ennuie plutôt, c'est que je pense encore que l'on peut terminer bien classé. Bien classé pour moi, c'est 8, 9, 10 ou 11e. Et là, avec le résultat de ce soir, ça diminue nos chances. Mais je dis bien, ça les diminue, ça les enlève, ça les supprime pas complètement. Bon, Roland Courbis se lance dans les statistiques. Hein. En gros, une équipe qui a pas perdu, qui a perdu un seul match sur les 11 précédents. Il voit mal comment elle pourrait descendre quand il reste 9 journées à jouer. Il a raison. Ouais. Parmi toutes les équipes de bas de tableau, et on va dire que Montpellier est la première équipe aujourd'hui concernée par la relégation, c'est Montpellier qui est quand même la mieux placée et celle qui a le moins de chances d'être reléguée à la fin de la saison. Ça, c'est déjà un postulat de départ, à part avec quand même un bon matelas d'avance à 9 journées de la fin. Et il a raison aussi de rappeler qu'il n'y a pas le feu. Que cette équipe ne perd quasiment jamais, qu'il faudrait quand même un sacré concours de circonstances pour qu'elle se retrouve dans la charrette. C'est vrai ce que tu dis. En même temps, je me demande si Courbis ne doit pas maintenir un petit peu, je veux dire, à la poêle sur le feu. L'équipe en éveil, oui. L'équipe en éveil, parce que après le match, il y a une déclaration de Marvaux qui était intéressante, qui disait... Ouais, peut-être qu'on se repose un petit peu là sur nos lauriers, considérant que le maintien est presque acquis, et cette équipe ne joue bien que si vraiment elle est menacée. Donc c'est peut-être à Roland Courbis, et là je lui fais confiance évidemment, à trouver un discours pour relancer la machine, parce que, et on le dénonce ici depuis quelques semaines, il y a quand même une baisse de régime de la part de certains joueurs, notamment de la part de Rémi Cabella, on le sait, c'est normal. Alors en plus que ces joueurs-là, comme Stambouli, Cambella, passent déjà à l'avenir. C'est une question que j'avais pour vous, Jean-Bernard. Oui. Est-ce que le fait de repositionner Cabella, en gros latéral droit, on va dire, oui. Ça pose un problème dans son jeu ou c'est juste parce qu'il est un peu fatigué C'est à moi que vous posez la question là ? Oui, alors il faut voir avec ces messieurs-là qui sont plus techniciens que moi. D'accord. Voilà. Donc, en gros, il a été quand même décalé dans le jeu face à Bordeaux. Cabella, il a changé. Est-ce que ça le met dans l'embarras ou est-ce que c'est juste... Non, ils sont dans l'embarras parce que c'est une question... Il a changé de poste, il est plus meneur de jeu, il joue plus 10, il joue véritablement deuxième attaquant et quand il est moins efficace, notamment devant le but, on le voit. Mais... Il a une baisse de régime, mais c'est quand même le joueur qui se montre le plus dangereux offensivement. Bon, il rate un duel alors qu'il est superbement lancé par Sanson, qui lui aussi est en train de piocher un petit peu, mais on ne peut pas lui en vouloir. C'est ça qui est embêtant, c'est qu'il y a Stambouli, Sanson, Cabella, c'est une baisse de régime collective. Stambouli reste quand même mais moins qu'avant quand même. Il y a une espèce de baisse de régime collective qui, encore une fois, est naturelle par rapport aux efforts qu'ils ont faits, à la fois physiques et psychologiques. Voilà, maintenant il va falloir, et le match de Nantes pour le est coup, là,
pour être clair avec les téléspectateurs de Payet Hebdo, on n'est pas dans la critique. Hein. Non, on essaie de comprendre c'est assez cohérent que ce trio de milieu, vous le disiez tout à l'heure, Jérôme, par rapport au milieu bordelais qui joue beaucoup sur son impact physique, le trio montpelliérain, il joue sur sa bonne entente et sur ses capacités techniques. Et là... Non, mais au bout d'un moment, ça fatigue. Il y a un changement de tactique qui a été clair de la part de Roland Courbis, c'est de repositionner Cabella en tant que deuxième attaquant, vraiment, et plus dans l'entrejeu offensivement. Donc ça a très bien fonctionné quand Cabella était décisif, que ce soit au niveau des passes décisives ou des buts. Donc, et avec dans ces derniers gestes offensifs. Mais Benjamin Stambouli et Morgan Sanson, ça reste, en tout cas cette saison, des milieux avant tout à formation défensive. Et on voit Benjamin, il a encore ratissé un nombre de ballons incalculable. Et donc du coup, il y a ce décalage-là entre ces milieux plutôt relayeurs et ce système offensif où il n'y a quasiment pas de milieu à part Mounier sur les côtés. Alors, est-ce que vous pensez, parce qu'il va nous rester 3 minutes, est-ce que vous pensez, sans faire de mauvais esprit, hein, que c'est parce qu'il a obtenu son DEPF que Roland Courbis a déplacé Rémi Cabella? Ça, c'est difficile de ne pas faire du mauvais esprit. C'est pour amener la question d'après qui va me concerner, Jérôme. Mais puisque tu en parles, Jean, c'est quand même une grosse hypocrisie, cette histoire. Mais non, c'est pas une hypocrisie. Franchement, moi, j'étais ravi de le voir annoncer en conférence de presse. J'ai eu mon diplôme d'entraîneur. C'est énorme. Mais c'est formidable. Ça veut dire qu'il peut prétendre à la convention collective. Ça veut dire que Bruno Martini, qui était le prête-nom, donc ne signe plus au bas de la feuille de match, et que maintenant c'est Roland Courbis qui signe. Donc Roland Courbis, c'est une hypocrisie incroyable, parce que si on veut que les entraîneurs aient le diplôme, eh bien, il faut empêcher les prête-noms. Voilà, on est d'accord. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Lorsqu'ils ont véritablement leur diplôme. Oui, donc je dis que Roland Courbis n'a pas besoin d'un diplôme pour entraîner. Non, mais c'est pour ça. Mais c'est de l'hypocrisie, si tu veux. Il faut un prête-nom pour pouvoir entraîner. Ou tu as le diplôme ou tu n'as pas le diplôme. Bon, voilà, c'est tout. Et Roland Courbis ne sera pas meilleur avec le diplôme. Et j'espère d'ailleurs qu'il sera... Alors ça, je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'il a suivi une formation pour passer ce diplôme. Alors la formation d'entraîneur ne sert à rien. Non, mais bon, voilà quoi. Ouais, juste Davy, la dernière, et après il faut qu'on parle avec Jérôme. Ouais, non, juste pour en revenir sur les propos de Courbis, moi ce que je trouve, il appuie vraiment sur le positif et sur le fait qu'on ne va pas descendre, c'est sûr, etc. Je pense qu'il ne veut pas replonger son groupe dans le traumatisme qui était le sien en début de saison. Sauf qu'il faut quand même se rappeler que ça se joue le maintien sur les dynamiques. C'est pour ça que je parlais de Valenciennes. Et il y a 10 ans, l'année où on descend, on est 12e à la fin de la 7e journée et on prend un point sur 42 possibles. Et tu prends le toboggan et c'est parti. Non, mais on est d'accord. C'est pour ça que le discours, il faut le maintenir. Alors, on est bien d'accord. Ce que je vous propose, parce qu'il ne nous reste qu'une minute avant la fin de l'émission, c'est que justement pour remotiver ce groupe, il y a une solution, c'est qu'ils aillent participer au festival Montpellier pour rire. Montpellier du rire. MDR. Qu'organise, entre autres, Jérôme. Mais vous faites comment? Parce que... Si on dresse l'état des lieux de l'ensemble de vos activités, ça devient un peu compliqué. Je dors pas, en fait. C'est ça, en fait. J'ai pris le choix de ne pas dormir. D'accord. Donc, pendant que vous ne dormez pas, vous organisez un festival, mais pas tout seul. MDR. Alors, c'est quoi? Expliquez-nous. Alors, en fait, c'est un festival qui va durer 18 jours, avec 180 spectacles. 180... Donc 10 par jour, à peu près. Voilà, 251 spectacles et 181... On va se croire à Paris, là. Et donc, c'est à Montpellier, dans les différents quartiers de la ville. Et voilà, avec un thème, l'humour, des one-man shows, des comédies, avec quelques têtes d'affiche. Thierry Leluron, Coluche. Presque, on n'a pas réussi à les ressusciter. Mais par contre, il y aura Gérald Dahan, il y aura Nicole Ferroni, Denis Maréchal, Léla Scarguet. Bon, voilà. Pour resituer, Gérald Dahan, celui qui avait piégé notamment l'équipe de France. Aussi c'est ça. Entre autres, François Hollande. Nicole Ferroni, c'est on va dire la coéquipière de Rémi Gaillard dans son film. Qui joue sa compagne dans le film. Qui joue sa compagne, la pauvre. Et qui est éditorialiste il paraît qu'il est bon au foot. D'ailleurs, je ne sais pas en ménage comment ça se passe. Bon, voilà. Comment on fait pour réserver les places? Comment ça se passe si on veut aller assister à ces spectacles? Alors, il y a donc sur Digitic, c'est notre billetterie officielle où on peut acheter ses billets. Après, on a un Facebook et un site. Donc Facebook MDR Montpellier du Rire. Le site, c'est à peu près la même chose, je ne me rappelle plus, mais enfin, en tapant MDR Montpellier du Rire. Il a plus bossé le foot que le festival. Ouais, c'est ça. Dans le moteur de recherche, on y arrive. À la fin. Faites gaffe. Et voilà, en tout, il y a 48 000
places à la vente. Donc, ça 48 000 places à la vente. Si vous avez envie de 10 à 16 euros. De 10 à 16 euros. De 10 à 16 euros. Voire si vous avez envie de 6 de à passer 8 un bon moment, pour les enfants. Voilà un petit peu. C'est le festival Montpellier du Rire. C'est, rappelez-moi les dates. Du 25 avril au 12 mai. Du 25 avril au 12 mai. Et puis nous, on se sera revus avant pour un nouvel épisode de Payade Hebdo. On se sera revus avant. Je ne l'avais pas répété. MDR, en tout cas, Jérôme, merci d'être venu. Davy aussi, je sais que vous avez pas mal de boulot. Quant à Jean-Bernard, il va retourner à l'entraînement, surveiller Roland Courbis et vérifier que tout se passe bien. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine.